Salut à tous et merci d'être présents à ce grand rendez-vous qui va recevoir pour vous un ingénieur agronome, un environnementaliste, un agent de l'Agence nationale des transports terrestres et un responsable d'ONG. De quoi parleront-ils exactement? Vous aurez la réponse juste derrière la météo de demain matin. Vous êtes bien évidemment sur le grand rendez-vous, c'est sur BB24. Alors, demain, 5 avril, déjà, parlons-en, il y aura des organisations et spécialistes de politique publique qui vont donc réfléchir sur comment impliquer davantage les femmes dans la croissance économique du Bénin. Femmes et croissance économique au Bénin, opportunités et défis des politiques publiques, c'est le thème en avant-première sur ce grand rendez-vous. Le sorgho, lui, il perd du terrain au Bénin. Les agriculteurs n'y trouvent plus trop d'intérêt, mais pourquoi? L'invité de Estelle Pazou nous en parlera tout à l'heure. Il va répondre donc à cette question. Les environnementalistes, quant à eux, nous diront qu'il faut mettre les forêts au service des villes. C'est un sujet à développer sur nature et bien-être. Suite au temps savoir permis de conduire, nous parlerons aujourd'hui de comment il faut donc passer les examens jusqu'à l'obtention de son permis de conduire. Alors, le grand rendez-vous, vous ne l'oubliez surtout pas, c'est également les informations de la rédaction de BB24 et Nadège Sani est à la présentation ce soir. Bonsoir Nadège. Bonsoir Assioum Gaba. Forme ce soir, j'espère. Hein? Je vais super bien. Alors, le menu de ce 19h45, c'est quoi déjà? Voilà, Assioum, on s'intéresse dans ce journal au rôle de l'architecte dans la construction d'un bâtiment. Bon nombre de Béninois construisent sans faire recours au service des architectes. On rend hommage à une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, Winnie Mandela, au lendemain de son décès. Pour finir, vous aurez un reportage sur le tour de ville effectué par la rédaction au lendemain des fêtes de Pâques. Voilà donc, Assioum, le résumé du journal ce soir. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45, mais en attendant, allons au champ sur le grand rendez-vous. C'est bien sûr le monde agricole. Oui, je le disais tout à l'heure que les agriculteurs béninois ne trouvent plus trop d'intérêt à la production du sorgho. On va répondre à la question tout à l'heure avec Estelle Pazou et son invité. Mais avant, suivons tout d'abord ce reportage. Oui, Estelle Pazou est allée bien sûr sur le terrain pour voir ce que c'est que le sorgho d'abord et puis voir sa commercialisation aussi. C'est un reportage présenté par Jennifer Sativi.
Culture céréalière, le sorgho est produit au nord du Bénin. Quand il quitte le champ, il se retrouve sur les étagères dans les différents marchés. Ici, à Dantokwa, plusieurs options d'achat sont offertes à la clientèle. Le prix du sorgho dépend aussi des saisons. Il est abordable en temps de forte production et augmente en temps de soudure. Très consommé après le riz et le maïs, le sorgho contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Bénin. Au-delà de la satisfaction des consommateurs, la vente du sorgho permet aux vendeuses de tirer leur part de profit. En 2014-2015, l'Afrique a consacré 24,9 millions d'hectares au sorgho, soit 56% des superficies mondiales. En 2015-2016, 24,41 millions d'hectares ont été emblavés. Au regard de la taille du marché du sorgho, le relèvement du niveau actuel de cette spéculation s'avère nécessaire au Bénin, à commencer par l'amélioration des systèmes de production et de fourniture de semences pour obtenir de meilleures variétés et l'accélération de l'expansion de nouvelles techniques de culture du sorgho. On comprend donc que le sorgho nourrit et bien évidemment participe également à la croissance économique du Bénin. Et pourtant, la production est en nette tendance baissière. Mais pourquoi cela? On va répondre à cette question tout à l'heure avec M. Alphonse Yerenou, déjà sur ce plateau. Il est ingénieur agronome. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Bonsoir, Estelle Pazou. Bonsoir, Rassim. Je vous félicite, vous avez tout fait pour nous ramener sur ce plateau, monsieur Yerenou. C'est avec beaucoup de plaisir, sincèrement. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous l'avez si bien dit, on parle aujourd'hui du sorgho, de la production du sorgho au Bénin. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse une petite clarification avec M. Alphonse Yerenou. On a bien dit le sorgho ou le mil. Est-ce qu'on est juste d'avoir appelé cette céréale le sorgho? Merci, madame la journaliste. Le sorgho est différent du mil. C'est ce que la plupart des consommateurs n'arrivent pas à distinguer. Le sorgho, et tout de suite, ça présente différentes couleurs. On peut avoir le sorgho blanc, on peut avoir le sorgho brun, on peut avoir le sorgho rouge. Mais tandis que le mil, c'est une seule couleur, couleur cendre. Il n'y a pas de chose là. Et donc ce qu'on a vu dans le reportage, c'est bien le sorgho. C'est bien le sorgho. Parce que beaucoup de personnes appellent ça le mil. Le mil. C'est bien le sorgho, ce qu'on a vu. Il y a quelle différence entre ces deux produits-là? Bon, les différences, si nous allons rentrer dans ces considérations, on ne va pas s'en sortir. Tout d'abord, le sorgho, de point de vue végétation, présente des feuilles alternées, ce que le mil aussi a. Mais le mil, lorsqu'il arrive en fin de saison, à la maturité, la floraison, il porte un épi au sommet. OK. Il porte un épi au sommet. Le mil, le sorgho également porte, cette fois-ci, ce n'est pas épi, mais c'est une panicule. OK? Donc, il y a une différence. Il y a une différence avec les deux. Au moins à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, où en est la production du sorgho au Bénin? Bon, disons que la production du sorgho, comme vous l'avez dit à l'entame, est plus ou moins
ce n'est pas encore perceptible en tant que tel, dû au fait que, tout d'abord, c'est une culture qui tend à être de plus en plus abandonnée, on ne sait pas pourquoi, et les raisons, c'est tout simple. Le maïs livre une concurrence sans merci au sorgho, si bien que nous cultivons le maïs, au Bénin, ici on cultive le maïs, du sud au nord, je peux dire de l'océan jusqu'à aux confins de notre territoire au nord là-bas. Mais par le passé, les producteurs du nord, ils sont habitués à cette céréale du fait que c'est ça la base de l'alimentation. Le sorgho. Le sorgho au nord. Dans les départements de production, à savoir l'Atakura Donga et Borgo Alibori, dans les collines et pourquoi pas dans le Zou. Mais de plus en plus, les paysans convertissent leurs habitudes alimentaires et ça donne plus à la production du maïs. Parce que le maïs se produit plus aisément, se cultive plus aisément et mieux, ça se vend plus aisément. Bon, maintenant, ce que nous ne savons pas, c'est que le sorgho, par exemple, c'est une culture, une céréale de zone semi-aride, mais qui a beaucoup de vertus nutritives, mais on a tendance à laisser ça. Donc, mieux, il n'est pas aisé de vite maîtriser la production du sorgho. Du fait que, pour une raison ou une autre, et les producteurs sont habitués à des variétés de sorgho à taille géante chez nous ici. Et après la récolte, lorsqu'on coupe la panicule, les pailles de sorgho sont utilisées dans des usages domestiques à la maison. Qu'est-ce que vous appelez panicule? Panicule, c'est ce qui représente l'épi sur le maïs. D'accord. Bon, sur le maïs, je dis épi. Sur le mil, je dis encore épi. Mais la différence, c'est que le maïs porte l'épi quelque part sur la tige. Oui. Le mil porte l'épi au sommet. Quand l'épi sort, le mil est en fin de végétation. Et c'est ça qu'on appelle panicule. Maintenant, sur le sorgho, c'est la panicule que nous l'appelons, mais qui sort aussi au sommet. D'accord. Voilà. Voilà. Est-ce que je me fais clair? Très bien, merci beaucoup. très bien, bien compris. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour inverser cette tendance-là, amener les producteurs à s'intéresser à la production du sorgho? Amener les producteurs à s'intéresser à la production du sorgho, tout d'abord, il faut trouver des variétés qui sont adaptées à haut rendement et il faut qu'il y ait un bon marché. Bon, maintenant, généralement, nous avons nos habitudes, nos producteurs ont leurs habitudes. On préfère la variété à taille haute et qui sont des variétés à cycle long qui mûrissent vers la fin de la saison. Donc, ça fait plus de 5-6 mois sur le terrain avant de venir. Donc, ce qu'on sème généralement en début juillet, on récolte ça vers décembre, janvier là-bas, de l'année suivante. Donc, ils préfèrent ça parce qu'on utilise la paille, comme je l'ai dit tantôt, à des fins domestiques. D'accord. Mieux, ces variétés, pourquoi ça? Tout d'abord, pourquoi est-ce que le rendement pourquoi est-ce que la culture est rendue difficile? Parce que tout d'abord, ces variétés géantes-là, c'est des variétés photosensibles. Donc, si vous semez tôt ou bien tard, il faut une période pour permettre la floraison. Donc, c'est des variétés qui sont sensibles à l'alternance des jours longs et des jours courts, des nuits longues et des nuits courtes aussi. Donc, généralement, ça fleurit vers octobre, comme ça, quel que soit le temps où vous mettez ça en taille. Ça fleurit vers octobre et la production, la maturation, la récolte, c'est autour de fin août, fin novembre
fin décembre ou bien en janvier carrément. Et vous, en tant qu'ingénieur agronome, Oui. est-ce que vous avez eu à mener des recherches dans l'amélioration des variétés de semences, par exemple, en ce qui concerne le sorgho? Oui, tout d'abord, ce que nous avions fait à l'époque, étant entendu que les gens sont très attachés à leurs variétés traditionnelles, on a commencé par là, pour les intéresser. Et ce faisant, on a apporté d'abord les paquets technologiques pour accompagner la production du sorgho. Et tout d'abord, on leur a demandé de faire usage de matière organique, moins de matière minérale, parce que le sorgho n'en veut pratiquement pas. Et donc, sur un hectare, on recommandait de mettre 100 kg de NPK et 50 kg d'urée, et de semer en ligne à raison de 80 par 40. C'est-à-dire, entre les lignes, on fait 80 cm. Et maintenant, sur une ligne, les poquets sont distants de 40 cm. Et on démarre à 2 grains par poquet. Donc, lorsqu'on a essayé de leur apporter ces paquets, la production a commencé par s'améliorer. Okay. La production s'est améliorée, les choses-là. Et quel était le rendement à l'hectare, par exemple? Bon, au départ, on est passé de 500 kilos à l'hectare à 900 000 kilos à l'hectare. Et ça, c'était quelle année? C'était en quelle année? Oh, c'était tout au début, les années 85, 82. 85, 92. Et voilà. Aujourd'hui? Aujourd'hui, ça s'est amélioré parce qu'à l'époque, vu qu'on a amélioré un peu le rendement, on s'est vu confronté à un petit problème qu'on a essayé de contourner tout de suite. Généralement, ces variétés sont souvent des mélanges. Nous avons fait un travail de tri et de sélection massale. C'est-à-dire que lorsqu'on sème, on passe dans le champ à maturité et on voit les plants qui ont des panicules plus chargées. On sélectionne ces plants-là et on les suit. Ce travail a permis d'améliorer sensiblement, enfin un peu quand même, le rendement qui est passé de 1100 kg à 1200 kg à l'hectare. Oui. Alors, M. Yerouenou, dites-nous exactement, que gagnerait le Bénin à encourager la production du sorgho aujourd'hui? Ah oui. Le Bénin gagnera beaucoup parce que, tout d'abord, c'est une culture qui a beaucoup de vertus. Et mieux, si la production est améliorée, le rendement amélioré, parce que je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'il faut pour essayer d'améliorer le rendement. Et si le prix est là, parce que le sorgho, bon, peut-être on verra ça dans une autre rubrique, le sorgho, quand même, ça coûte, ça a de la valeur. Seulement que si on peut intéresser les gens à ce qu'ils aient un bon rendement, là, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez? Donc, avoir un bon rendement, oui. C'est ça qui va beaucoup plus. Alors, les producteurs eux-mêmes, ils gagneront quoi? Avoir un bon rendement, tout de suite, tout d'abord, il en aura pour sa consommation. Parce qu'aujourd'hui, et il va vendre le surplus au marché. Parce qu'aujourd'hui, il délaisse quand même le sorgho au profit du maïs aujourd'hui. Oui, parce que le maïs, comme je le disais tantôt, c'est devenu une culture de rente. Elle n'est plus seulement une culture vivrière, mais elle est aussi une culture de rente. Et mieux, elle répond plus aux exigences de fumure. C'est-à-dire, si vous voulez apporter de fumure, en conséquence, vous avez un bon rendement sur le maïs. Donc, du coup, tout le monde est attiré vers ça. Le producteur aussi a besoin de l'argent. S'il peut avoir un bon rendement,
la récolte sera intéressante, il va vendre plus et avoir plus d'argent. Et justement, on va revenir demain sur les possibilités de commercialisation du sorgho au Bénin, parce que M. Yawounou vient de le dire, le sorgho, ça coûte beaucoup sur le marché, ça a de la valeur. Et le Bénin gagnerait, si je ne m'abuse, à formaliser une politique commerciale autour du sorgho. On va revenir là-dessus. En tout cas, moi j'attends ces motivations-là demain, parce que j'appelle ça carrément de la motivation pour les producteurs. Et pourquoi pas peut-être penser à notre exploitation de sorgho. Parce qu'on en a une, c'est ça? On en avait. Donc les aspects... J'aime bien. On va revenir tout sur ça demain. Oui. Avec vous, M. Yawounou. Merci beaucoup. Merci également à vous, Estelle Pazot. À très très bientôt, sinon à demain, plus précisément. On continue, bien sûr, le grand rendez-vous. Et cette fois-ci, nous allons recevoir l'expert pour parler de l'apport de la femme à la croissance économique au Bénin. En fait, c'est une conférence débat qui aura lieu donc demain à Cotonou. Demain, 5 avril, des organisations et spécialistes de politique publique réfléchiront sur comment impliquer davantage les femmes dans la croissance économique au Bénin. Femmes et croissance économique au Bénin, opportunités et défis des politiques publiques. C'est un avant-première en tout cas sur le grand rendez-vous. Et pour en parler, nous recevons M. Maxime Winator, qui est le président de l'ONG ENAFA et qui organise d'ailleurs même cette conférence débat à Cotonou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous parler et nous présenter bien sûr cette conférence débat qui aura lieu demain donc à Cotonou. Mais pourquoi avoir focalisé cette conférence débat sur la femme? Merci. Déjà, la femme constitue plus de la moitié de la population. Donc, à ce titre déjà, il est intéressant de savoir quelle est la contribution de cette moitié de la population sur la richesse nationale. Mais encore plus, la femme a du potentiel qui est unanimement reconnu comme sous-utilisé. Ah oui. Et juste à titre d'exemple, et ce n'est pas seulement au Bénin, la redistribution des moyens de production entre hommes et femmes, sans apport supplémentaire, sans dépenses supplémentaires, des fois augmente la production nationale de 15 à 20%. De 15 à 20%? Oui. Il y a eu des recherches, par exemple, au niveau de l'Inde, sur le domaine spécifique de l'agriculture, qui a montré qu'une redistribution équitable des engrais entre les productrices et les producteurs, sans que le gouvernement dépense un franc de plus, a entraîné une augmentation de la production agricole de 15 à 20%. À 20%. Vous voulez dire que les femmes travaillent plus que les hommes? Non, on est dans des situations de surutilisation d'engrais chez les hommes et de sous-utilisation d'engrais chez les femmes. Et donc, la surutilisation d'engrais est néfaste et la sous-utilisation est néfaste. Et donc, une répartition plus équitable entraîne une meilleure productivité chez les hommes et une meilleure productivité chez les femmes, ce qui entraîne au niveau de la nation une plus grande... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques années, quand on parle de femmes, c'est seulement le ministère du Genre, le ministère des Affaires sociales qui étaient intéressés. Aujourd'hui, vous avez le ministère du Plan, vous avez le ministère de l'Économie et des Finances qui sont intéressés dans la question de la femme, qui est maintenant perçue comme une question de productivité nationale, de croissance économique, et c'est ce qui justifie le thème de cette conférence. Le thème de cette conférence débat, parlant bien sûr de ce thème, vous avez dit que c'est femmes et croissance économique au Bénin, opportunités et défis de politique publique. Déjà, en prenant ce thème, en quoi la femme est une opportunité pour la croissance économique? Merci. Lorsque vous prenez un pays comme le Bénin, il est dans la catégorie des pays sans ressources naturelles importantes. Sans ressources naturelles importantes, oui. Voilà. Donc, vous avez des pays comme le Nigeria, l'Algérie, qui sont très dotés en pétrole. Vous avez des pays comme la République démocratique du Congo et autres, qui ont d'autres ressources comme la Guinée, etc., etc. Mais vous avez d'autres pays, un peu comme le Ghana, un peu comme le Bénin, le Sénégal, etc., qui sont des pays qui n'ont pas de ressources extraordinaires sous le sol, mais dont les ressources sont essentiellement humaines.
Et donc, dans le modèle de développement économique doit être calqué sur les services. Il n'y a de richesse que d'hommes. Et il n'y a de richesse que d'hommes et, s'il vous plaît, de femmes. Voilà. Et donc, de ce point de vue, on se rend compte que les services, les infrastructures et le capital humain constituent les richesses de ces pays. Et donc, pour en revenir à ce point, on se dit, aujourd'hui, le produit intérieur brut du Bénin serait dopé si les femmes contribuaient de façon adéquate. Aujourd'hui, les femmes sont confinées dans 2 secteurs importants. Le premier secteur, c'est le secteur informel. Le deuxième secteur, c'est le secteur rural. Et c'est ces 2 secteurs qui sont des secteurs de plus faible productivité au Bénin. Et donc, si le Bénin doit booster sa productivité, forcément, c'est bien de commencer par là où on fait bien déjà, mais c'est encore mieux d'aller là où on a des gaps importants à combler. Mais selon un rapport de la Banque mondiale, l'année dernière, il paraît que le secteur informel apporte jusqu'à 90%, emploie plus de 90% de la population active au Bénin. Je vous remercie beaucoup d'avoir rapporté ça, parce que ça signifie qu'il y a un nombre important de Béninois qui sont dans un secteur où la productivité est modeste. Et donc, de ce point de vue, lorsque le Bénin voudrait fouetter son produit intérieur brut, et on peut bien se demander comment est-ce que, et je reviendrai après sur les orientations de la politique économique du Bénin aujourd'hui, parce que la politique économique du Bénin a évolué depuis 1960. Et plus la politique évolue, il faudrait donc voir les moyens de s'adapter à la politique. Parce que nous sommes des experts. Nous ne sommes pas dans la politique. Non. Mais lorsque la politique est établie, il est de la responsabilité des experts de conseiller l'économie sur les meilleures manières de tirer profit de l'orientation nationale. Donc, pour revenir à votre question, vous savez par exemple qu'aujourd'hui en économie, il y a grosso modo 3 clubs. Vous avez entendu parler du club de Londres, du club de Paris et du club de Rome. Le club de Londres est formé des prêteurs privés. Donc, les grosses banques qui ont du capital important forment le club de Londres. Vous avez le club de Paris qui est composé des prêteurs publics, c'est les généreux qui ont des taux d'intérêt raisonnables. Et vous avez le club de Rome où il y a les céréales. Ça, c'est les sociales, etc. etc. Et votre produit intérieur brut détermine sur quel club vous pouvez vous adresser. Lorsque vous avez un PIB ridicule, vous vous arrêtez à Rome, demandez des céréales. Lorsque vous avez un PIB acceptable, vous êtes à Paris, dans le club de Paris des prêteurs publics. Mais lorsque vous êtes important, du point de vue du PIB que vous dégagez, vous pouvez alors accéder au club de Londres où vous avez du capital important. Et donc, la lutte pour l'amélioration du chiffre du PIB du pays est une lutte pour déterminer dans quel cours le pays peut jouer, en termes de finances internationales. Bien évidemment. Et donc lorsqu'on va parler d'orientation et de partenariat public-privé que le Bénin ambitionne de mettre en place, c'est à ce moment-là que les efforts pour que les femmes contribuent à booster le PIB vont prendre toute leur place. Et on va comprendre alors que le Bénin n'a pas intérêt à négliger des ressources qui sont capables de le projeter sur d'autres marchés. En tout cas, j'ai bien compris, j'espère que les téléspectateurs également l'ont compris, que les femmes sont dans le secteur informel et dans le secteur rural, et ce sont des secteurs qui apportent beaucoup plus au PIB et qui emploient beaucoup plus la population active, et donc raison pour laquelle il faut donc focaliser donc, la redistribution des ressources là sur les femmes. Absolument. Davantage. Et l'autre dimension qu'il est important de marquer, c'est la dimension du rôle des femmes dans le développement du capital humain. Parce que les femmes, jusqu'à là, j'ai parlé des femmes en tant qu'elles-mêmes. Mais en plus, les femmes contribuent au développement du capital humain de toute la nation. Et c'est là où vous allez vous rappeler des concepts comme les concepts de dividendes démographiques qui constituent des boosts supplémentaires. Ceux qui sont habitués aux jeux vont être des bonus. C'est ça qu'on appelle les bonus dans les jeux vidéo. Donc, de ce point de vue, si le Bénin a besoin de bonus pour sauter à d'autres étapes, c'est le développement du capital humain, c'est la réalisation du dividende démographique. Merci beaucoup. Alors, les défis à relever,
J'ai l'impression que vous avez déjà commencé par aborder déjà ce pan-là de l'entretien, mais quels sont les défis à relever en réalité pour amener les femmes, pour aider le Bénin à vraiment jump, comme vous le dites? Merci. Il y a un certain nombre de faits qui sont importants. Si les femmes sont 51% de la population et qu'aujourd'hui elles possèdent moins de 3% des terres, si elles sont propriétaires de moins de 5% des entreprises, si elles contribuent à moins de 10 ou 15% du produit intérieur brut, ça veut dire qu'il y a des questions fondamentales. Voilà. D'autre part, lorsque vous regardez dans la plupart des universités, les femmes qui arrivent à ce niveau constituent les meilleures en termes de notes et de rendement à la fin de l'université. Et vous passez le portail de l'université, dans la rue qui est en face, elles ont moins de travail que les hommes. Donc ça veut dire que les deuxièmes de la classe sont ceux qui trouvent le travail plus que les premières de la classe. Donc ça veut dire que déjà, du point de vue de l'employabilité des femmes et de la preptitude de l'économie à absorber les élites, puisque si les femmes qui sortent, s'ils sont parmi les élites, ça veut dire que la société n'a pas encore la capacité d'absorber ces élites. Bon, donc il y a déjà, du point de vue des politiques de l'emploi et de l'employabilité de la femme, de la capacité de la femme à tourner de la formation à l'emploi, et c'est d'ailleurs pour ça que nous saluons la participation demain du ministre du Travail et dans la conférence de demain, pour dire comment est-ce que on peut augmenter l'employabilité des femmes. Et le gouvernement a un effort à faire, mais les femmes ont aussi également, les jeunes femmes ont également un effort à faire. Et cet effort a besoin de guidance et d'appui. Maintenant, pour revenir aux défis, il y a un certain nombre de défis qui sont liés au business. Parce que lorsqu'on parle de contribution de la femme au PIB, il faut voir deux choses. La femme en tant qu'entrepreneur et la femme en tant qu'employée. Bon, donc, la femme en tant qu'entrepreneur, ou entrepreneur, eux à la fin. Eux à la fin, d'accord. Il y a un certain nombre de gaps importants en termes de défis, comme vous le parlez. Oui. Premièrement, les finances. Accès des entreprises féminines aux finances. Donc, vous savez ce que cela implique en termes d'absence de collatéral, en termes de tout ça là, de manque d'outils financiers adéquats. Et c'est là où il faut saluer les efforts du gouvernement dans l'accès de la femme au microfinance. Mais il faut aussi définir les différents étages. J'allais demander votre avis sur cette politique-là de microfinance accordée aux femmes. Nous avons salué la décision du gouvernement de reconduire ce programme en le dépouillant de toutes ces nuisances non économiques. Je ne veux pas dire politiques. Voilà. Et donc, de ce point de vue, la taille du crédit a été réétudiée, la nature du crédit a été réétudiée et les véhicules par lesquels le crédit est transporté ont été réétudiés en termes des entreprises de microfinance qui sont associées à ça, pour que la rentabilité soit, pour nous les experts, c'est la rentabilité de l'activité économique qui devrait déterminer l'octroi de ce crédit. Alors, pour vous, c'est une politique efficace, vous trouvez? C'est une politique qui a fait des merveilles dans beaucoup de pays. Et les conditions de son application, parce que, vous savez, la Banque mondiale ne met pas de l'argent dans des programmes qui n'ont pas de potentiel. Maintenant, donc, de ce point de vue, c'est un programme à haut potentiel. Maintenant, c'est les conditions dans lesquelles le pays l'applique. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'orientation stratégique du Bénin. Lorsque vous êtes un pays à orientation sociale, à 200% sociale, vous distribuez l'argent et ça ne revient pas. Lorsque vous avez un pays à orientation économique, le social est l'enfant de l'économie. Si l'économie devient l'enfant du social, vous n'irez pas loin. Donc, c'est pour ça que le social doit pouvoir se greffer sur les performances de l'économie. La vision devait donc être un investissement au lieu d'être. Et là, ça me ramène à mon deuxième point par rapport au gap des femmes. C'est la question de l'information. Est-ce que les femmes disposent de l'information dont elles ont besoin pour que leurs entreprises fonctionnent? Où se trouvent les opportunités? Quels sont les moyens d'accéder à ces opportunités? Alors, c'est des thèmes à développer donc demain. Ce sont des discussions sur lesquelles on va s'appesantir. Demain. Du point de vue de la technologie, du point de vue, donc, en termes de comment est-ce que les femmes peuvent profiter
des opportunités présentées par le programme, L'objectif principal, les politiques publiques. Oui, alors l'objectif principal de cette conférence débat, c'est quoi en réalité? L'objectif est juste pour discuter? Et bon voilà, après les discussions, qu'est-ce qu'on aura de façon concrète? Il y a des recommandations sur les acteurs, pour les acteurs qui accompagnent les entreprises féminines dans l'augmentation de leur capacité à profiter des politiques publiques. Parce que le gouvernement a des efforts à faire en matière de politique publique et les entreprises ont des efforts à faire pour cueillir. Quelles sont les opportunités, par exemple, des politiques fiscales? Il faut faire. Quelles sont les opportunités des politiques de l'emploi? Donc, que les femmes se mettent dans des dispositions à pouvoir. Et donc, c'est de cet accompagnement des entreprises féminines et des femmes entrepreneurs qu'il s'agira. Et les invités qui sont là demain vont apporter plus d'informations pour ces femmes afin de quitter la position A, qui n'est pas la plus souhaitable, vers la position B, qui complétera les actions du gouvernement. Merci beaucoup à vous, Monsieur Maxime Winanton. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG ENAFA, une ONG qui organise donc demain une conférence débat sur l'apport de la femme à la croissance économique au Bénin. Vraiment, j'espère bien que vous serez disponible très prochainement pour revenir souvent sur ce plateau, éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Vraiment. Ça nous fera beaucoup de plaisir. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup à vous et à très bientôt et bonne conférence. Donc demain, c'est à Bénin Marina Hotel que ça va se passer. C'est exact. C'est voilà. À partir de 10h, c'est ça? C'est exact. Exactement. Bon, voilà, j'ai tout donné comme programme. Donc vous pouvez y participer, vous aussi, si vous nous suivez. Donc demain à 10h à Bénin Marina Hotel. Allez, fini donc pour l'expert. On va tout simplement rejoindre les environnementalistes sur ce grand rendez-vous. Ben, eux, ils disent qu'il faut mettre les forêts au service du développement des villes. Voilà, donc le thème à développer sur Nature et Bien-être. Alors, les forêts, parlons-en avec les environnementalistes, les forêts à mettre au service, bien sûr, du développement des villes. On parle, bien sûr, dans ce cas de villes durables. Bon, voilà, en tout cas, c'est une très bonne politique. On en parlera tout à l'heure. Suivons tout d'abord ce reportage et on revient en plateau avec l'invité de Amadina Niabosso. Nous sommes dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, plus précisément au quartier à Conville. Ce site, reboisé l'année dernière, est entretenu ce 21 mars 2018 en commémoration de la Journée internationale des forêts. Une journée placée sous le thème « Forêt et ville durable ». Le gaz le plus important que nous dégageons en ville, c'est le dioxyde de carbone, donc le CO2. Et les arbres ont cette capacité de consommer donc le CO2 et de rejeter, disons, l'oxygène. Alors, si la ville va être durable, si les gens vont vivre durablement dans la ville, il faut bien qu'il y ait cet oxygène. C'est pour cela que dans les espaces, il est prévu que nous créons donc des poumons verts. Le thème de cette année, c'est forêt, ville durable, pour encourager la communauté internationale, les populations, les élus locaux, d'accord, à réaliser à l'intérieur donc des villes des forêts, des bois, des promenades, ce qui se voit dans les autres pays. Les plans n'ayant pas résisté à la sécheresse sont remplacés. L'objectif est clair, les villes béninoises doivent être plus vertes et plus saines. Les espaces autrefois occupés par les populations déguerpies doivent laisser toute autre couleur pour arborer le vert. En ville, comme vous pouvez vous en douter, c'est un puits à carbone, parce que c'est ici que se produit surtout les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, qui constitue l'essentiel des gaz à effet de serre. Et ce sont nos poumons verts que nous mettons en ville qui constituent donc les capteurs donc, de ce polluant qui constitue le dioxyde de carbone. Les autorités communales ne sont pas du reste dans l'atteinte de cet objectif. Voilà, et il y a une structure qui a été mise sur pied. Il y a une cellule qui est là et qui s'occupe de l'entretien. Et la cellule est donc pilotée par le DST, c'est-à-dire le directeur des services techniques. Le système est mis en place le week-end. Les gens trouvent donc des heures spéciales
pour s'intéresser à l'entretien de ces plans-là. Nous allons dire et lancer vraiment appel à nos populations pour leur dire ceci, qu'il n'est pas bon de faire de ces lieux-là un dépôt d'ordures ménagères, parce que les ordures ne peuvent pas cohabiter avec les plants. D'après l'ONU, plus de 2000 communautés vivent aux dépens de la forêt. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un seul bruit. Et Georges Redé-Béton nous rejoint en plateau pour parler bien sûr de ce sujet, les forêts dans les villes. Comment est-ce qu'il faut le faire ici au Bénin? On en parlera. Il est chargé de suivi de la biodiversité à Crédit ONG. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Je vous en prie. Assume, c'est mieux, hein, monsieur le journaliste. Bon. C'est trop formel. Voilà. Bonsoir, Mandine. Assume Gaba, bonsoir à vous. Ah oui, bonsoir. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Oui. Vraiment. Alors, les forêts au service des villes, est-ce qu'il faut ramener les forêts des villages pour les villes? C'est la question qu'on va poser à monsieur Redé-Béton, mais il faut déjà rappeler que les forêts au service des villes durables, oui, c'était le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale des forêts, okay, qui a été célébrée le 21 mars dernier. Donc, on n'a pas pu être au rendez-vous. On a voulu revenir sur la thématique pour expliquer un peu comment on peut mettre les forêts au service des villes durables. Monsieur Redé-Béton, bonsoir. Oui, bonsoir, madame Amandine. Comment mettre les forêts au service des villes durables? Très belle question et un bon thème pour la journée mondiale des forêts de cette année 2018. Comment mettre les forêts au service des villes durables? En effet, déjà, il faut comprendre que les forêts au service des villes durables ne veut pas dire qu'on va mettre les villes dans les forêts. D'accord? Les villes sont ce qu'elles sont, mais il faudrait que nous arrivions un peu à organiser la gestion de l'écosystème dans ces villes. Parce que dans certaines villes, nous avons des forêts. Ces forêts, il faut arriver à les entretenir. Là où il n'y en a pas, il faut essayer quand même de faire des plantations. Parce que quand la ville existe, on ne peut plus créer une forêt pour dire forêt naturelle. Mais on peut toutefois faire des plantations. Aujourd'hui, au niveau de certaines villes, pour ne pas dire sur certains artères, il y a les plants d'arbres que nous mettons. Ces plants d'arbres constituent des puits de carbone. Ces plants d'arbres nous aident à diminuer un peu le taux de pollution au niveau de nos différentes villes. Donc, les forêts, pour les villes durables, c'est en quelque sorte amener la population, amener l'humain que nous sommes à entretenir beaucoup plus tout ce qui est arbre, tout ce qui est forêt et qui existe déjà chez nous, dans nos villes, dans nos différentes contrées. Donc c'est un travail comme ça, c'est une activité comme ça que nous demandons à tout un chacun. L'arbre qui est debout n'est pas la propriété seule de celui qui l'a planté. Mais en réalité, c'est un élément qui travaille pour toute l'humanité, pour toute une communauté. Oui. Donc nous devons quand même arriver à les entretenir, à bien les outiller, à bien les travailler, à bien les entretenir pour que ces arbres soient quand même une aide pour notre survie. Mais souvent quand on parle de forêt, on voit déjà de grands arbres et tout. Comment on peut mettre ces genres de plants dans les villes? Oui, très bien. Comment on peut mettre ces genres de plants? Dans les localités, en fait, chaque espèce d'arbre a son écosystème. Là où ça va bien prendre. Se développer. Donc, on ne peut pas aller prendre une espèce qui aime rester sur les collines ou bien sur les montagnes de la Takora, dire qu'on va planter ça à Cotonou. Il faut forcément étudier ces espèces. Quel est le type d'espèce qui peut être adapté à notre écosystème ou bien au sol du littoral, de Calavi, ainsi de suite. Donc, en amenant ces espèces, on va les planter, on va les entretenir. Il faut toujours lui donner ce qu'il faut pour que ces espèces gardent quand même toute leur vivacité. Toute leur vivacité. Vraiment, merci beaucoup. C'est un sujet très, très intéressant. Et je sais que ça vous intéresse aussi chez les téléspectateurs, mais à la télé, c'est une question d'heure aussi. Et là, sur le grand rendez-vous, il est l'heure du journal. Nadège Sani, déjà présente dans la rédaction, bien sûr, de BB24 pour le 19h45 que voici.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition. Faire appel au service d'un architecte avant de construire sa maison, la pratique a du mal à entrer dans les habitudes au Bénin. Pourtant, elle comporte bien des avantages pour les propriétaires. On en parle dans un instant. Au lendemain de la mort de Winnie Mandela, les hommages à cette icône de la lutte contre l'apartheid va au-delà des frontières. La nouvelle de sa disparition a également suscité des hommages au Bénin. Après les fêtes de Pâques, plusieurs supermarchés et marchés ont-ils perdu leur affluence des veilles de fête? Une équipe de la rédaction est descendue dans la ville pour le constat. Il reste et demeure une icône de la lutte anti-raciale aux États-Unis. On lui doit la célèbre formule « I have a dream ». Cela fait aujourd'hui un demi-siècle que Martin Luther King s'en est allé. Mais son esprit demeure toujours dans les cœurs dans cette nouvelle Amérique, parfois encline à des dérives racistes sur les Noirs. Martin Luther King, ou le symbole d'une épopée, c'est un élément signé Herman Rodriguez-Mégan. Sa vie, Martin Luther King l'a mise au service du combat pour l'égalité. L'égalité des races, l'égalité des chances, dans une Amérique alors minée par le racisme. Abattre les murs d'hostilité et de méfiance entre noirs et blancs, ce fils de pasteur, né à Atlanta en 1929, devenu lui-même pasteur, en a fait un credo. En prenant la tête du mouvement de soutien à Rosa Parks en 1955, Martin Luther King, âgé alors de 26 ans, accroît sa cote de popularité. Nourri au christianisme et véritable admirateur des valeurs de Gandhi, partisan de la non-violence, il décide d'étendre la lutte pour les droits civiques des Noirs à l'ensemble des États-Unis en professant à ses fidèles le combat pacifique. À 35 ans, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix dont il en était d'ailleurs le plus jeune lauréat. Mais ce 4 avril 1968 lui a été fatal. King est froidement assassiné 3 ans plus tôt. Devant plus de 25 000 personnes, il avait prononcé son discours prémonitoire. Just as I have a dream. My little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Grâce au mouvement pour les droits civiques, la situation générale des Noirs a connu des progrès considérables, même si 50 ans plus tard, les écarts avec les Blancs restent importants, les violences et les bavures policières restent d'actualité. Mais les Noirs ne baissent pas les bras, la lutte se poursuit, le King est tué, mais ses idéaux demeurent. Né le 26 septembre 1936 dans la province du Cap-Oriental, elle aura marqué l'histoire sud-africaine. Winnie Madikizela Mandela, qui était l'une des grandes icônes de la lutte contre l'apartheid, s'est battue vaillamment contre le régime de l'apartheid et a sacrifié sa vie pour la liberté de l'Afrique du Sud. La nouvelle de sa disparition a suscité des hommages au Bénin et dans plusieurs autres pays. Rodrigue Babagbeto nous en fait le point. C'est avec une grande tristesse que la nouvelle a été reçue dans le monde entier. Winnie Mandela, ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela et héroïne de la lutte contre l'apartheid, est décédée à l'âge de 81 ans, suscitant une pluie d'hommages sur tout le continent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, patron du Congrès national africain ANC, a salué la mémoire de cette voix, dit-il, du défi et de la résistance. La mort de Winnie Madikizela Mandela est une grande perte dans le sens où elle a été une des femmes les plus fortes dans notre lutte, qui a souffert immensément sous le régime de l'apartheid et qui a été vraiment maltraitée.
séparée non seulement de son mari, mais aussi de ses enfants et de son peuple. Le président nigérian Muhammadu Buhari a, lui, salué une femme à la détermination, la ténacité et la persévérance exceptionnelles. Le prix Nobel de la paix Desmond Tutu a quant à lui rendu hommage à un symbole majeur du combat contre le régime ségrégationniste. Son attitude de défi m'a profondément inspiré ainsi que des générations de militants, a déclaré l'ex-archevêque anglican. Des impressions également partagées par des Béninois. Je retiens de Winnie Mandela une épouse qui a porté le nom d'un grand monsieur qui s'appelle Nelson Madiba Mandela et qui l'a si bien porté. Au début, lorsqu'elle se mariait, ce n'était pas d'abord la dame de fer. C'est après qu'elle est devenue cette dame de fer qui a porté la lutte de l'apartheid aussi loin qu'elle puisse aller aujourd'hui, jusqu'à la libération de son mari. Winnie reste et demeure celle par qui la lutte a été possible. Il faut reconnaître qu'elle demeure un modèle pour des femmes engagées. Winnie Mandela demeure un modèle, demeure un monument depuis son vivant et même jusque dans sa mort. 27 ans de lutte pour une cause et pour un homme qu'on a aimé, c'est quelque chose que nous pouvons tous chercher à imiter. Et pour moi, c'est cela qu'il faut retenir de Mandela. Sa passion qui lui valait le nom de la grande pastonaria des townships de l'Afrique du Sud. Son amour pour la liberté et sa compréhension que la liberté s'arrache. Elle a été et demeurera une grande dame pour l'Afrique du Sud et pour toute l'Afrique. Winnie Mandela est restée une éternelle insoumise, une personnalité complexe. Une de ses phrases célèbres, « Quand la douleur devient un mode de vie, je ne ressens plus de peur ». La nation arc-en-ciel compte bien offrir des obsèques nationales à celle-là qu'elle surnomme « Maman Wetu », mère de la nation. La mévente se fait remarquer dans les marchés et supermarchés de la ville de Cotonou au lendemain des fêtes pascales. C'est du moins le constat fait par une équipe de BB24 qui a fait un petit tour dans la ville. Plus de précision dans ce reportage. Mévente, absence de clients, circulation fluide entre les étalages. La plupart des marchés et supermarchés sont déserts au lendemain des fêtes pascales. Après la fête, tout le monde sait qu'après la fête, on ne vole pas. Parce que les gens ne sont pas pour acheter. Les clients ne viennent pas, le marché est calme. À peine on pouvait s'asseoir, tellement il y avait de l'affluence. Aujourd'hui, lorsque tu salues même un client, il a même de la peine à te répondre. Nous passons tout notre temps à dormir. La situation touche la plupart des vendeuses et revendeuses, mais certaines arrivent à tirer leur épingle du jeu. Elles se rabattent sur les hôtels et les restaurants. Après, il n'y a pas qu'on n'a pas vendu. Seulement ceux qui ont les restaurants, les hôtels, qui ont pu vendre. Si tu n'as pas, tu ne peux pas vendre. Comme non. On a les livraisons à faire, les hôtels, les restaurants. C'est ça qui a fait que nous, on a pu vendre. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Plusieurs raisons sont donc à la base de cette mévente. Les gens ne sont pas pour acheter. D'autres sont fatigués, d'autres ont dépensé de l'argent pour la fête. Donc, ils savent plus quoi acheter. Les clients disent qu'ils n'ont pas trouvé de l'argent. Certes, la morosité économique plane, mais l'homme doit satisfaire à ses besoins fondamentaux. Fait des achats s'impose donc. La construction d'un bâtiment ou d'un édifice requiert au prime abord les services d'un architecte. Au Bénin, cette disposition a du mal à entrer dans les habitudes. Ils sont nombreux à construire leur maison sans recourir à un architecte. Architecte et construction, quid du respect des normes? C'est un reportage de Héloïse Winato. Le Béninois aime habiter chez lui. Mais la plupart ignorent qu'en matière de construction d'immeubles, il y a des préalables. Normalement, dans n'importe quelle ville au Bénin, si vous voulez construire, on vous demande le permis de construire. Et au nombre donc, des pièces que vous devez produire, il y a les pièces graphiques et les pièces écrites. Celui qui est habilité à les faire, c'est l'architecte. L'architecte,
Le chef d'orchestre, c'est lui qui s'informe sur les souhaits, les attentes, le budget, le timing du porteur du projet. Il est à même de créer et de dessiner une construction unique conformément aux desiderata de son client. Il transforme son rêve en réalité. La réalisation d'une maison répond à un mécanisme. Ça nécessite une procédure technique précise qu'un propriétaire ne peut pas avoir. Les architectes, ce sont des gens qui pensent l'environnement, qui conçoivent, qui dessinent. Et c'est quand c'est conçu que vous pouvez le réaliser. Et c'est à ce moment que vous faites appel à des maçons, à des menuisiers, à des plombiers pour faire le travail. Malheureusement, nombreux sont ces propriétaires au Bénin qui érigent des bâtiments sans recourir à un spécialiste. Ils s'improvisent architectes maîtres d'œuvre. Pour construire une maison, je ne me suis même pas approché de quelqu'un pour savoir ce qu'il en est. Je l'ai fait seulement avec les maçons. Moi-même, je dis, aujourd'hui, il faut faire ci, il faut faire ça. Je me suis transformé en architecte, quoi. Je n'ai pas consulté l'architecte avant de construire parce que, vous savez, le coût d'un architecte, vous-même, vous le savez. J'ai dit, bon, il vaut mieux de faire selon ma possibilité. C'est de faire 2 chambres, 1 salon, mais la fondation a été faite avec des briques de 15. Le coût, certes, il est essentiel, très important, mais il est gérable dans des conditions qui font que techniquement, le travail se fait au mieux. Au-delà des honoraires jugés exorbitants, le choix d'une mauvaise formule de construction peut avoir des conséquences considérables. L'avantage, c'est que vous avez un ouvrage qui est bien conçu, bien structuré, un principe qui est même, en termes de coût, bien géré. Parce que les déperditions, quand vous commettez une erreur, par exemple, la structure d'un bâtiment, les poteaux ne tiennent pas bien, et après le bâtiment qui s'effondre. Même au-delà de l'effondrement, il y a simplement la fonctionnalité. Je prends un exemple très simple. Si vous orientez mal un bâtiment, vous avez chaud à l'intérieur. C'est autant de choses qui feront que vous allez construire, au lieu d'un bâtiment, vous allez construire une serre. La réglementation en vigueur impose à tous de faire appel à un architecte pour un projet de construction. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. Les dossiers de permis de construire, c'est à la mairie qu'on dépose. Et la commission se réunit pratiquement toutes les semaines. Et donc, pour délivrer, on ne peut pas délivrer un permis de construire si on n'a pas les pièces graphiques et pièces écrites qui sont signées par l'architecte. Il est courant aujourd'hui que quand il y a un chantier qui est en cours, la commission du permis de construire la passe. Si le permis n'y est pas, on arrête les travaux. Parlant de la mairie, il parle souvent de permis de construire ou bien permis d'habiter. Un temps après, ils viennent poser des banderoles et autres là. Bon, on gère sur le terrain quand même. Construire, c'est bien, mais faire suivre la construction par un spécialiste, c'est encore mieux. Total Eren, la branche en charge des énergies renouvelables de Total, son partenaire Africa Energy Management Platform et la société minière IAM Gold ont inauguré au Burkina Faso la plus grande centrale hybride thermique solaire du monde. La centrale est composée de 130 000 panneaux qui seront reliés à la centrale existante. Elle va alimenter en électricité la mine d'or d'Essekane. Selon Total Eren, elle va permettre de réduire la consommation de carburant de la mine de 6 millions de litres par an. La Tunisie augmente le prix de l'essence à la pompe pour réduire le déficit budgétaire. Depuis quelques jours, le prix du litre d'essence a augmenté d'environ 3%, passant de 1,80 à 1,85 dinars dans le pays. C'est la deuxième augmentation opérée par le gouvernement depuis le début de l'année. Avec cette nouvelle réforme, le gouvernement prévoit que le déficit budgétaire tombera à 4,9% du produit intérieur brut en 2018 contre environ 6% en 2017. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation. Demain, 19h45, on se retrouve pour une autre édition du journal. Le grand rendez-vous ce soir continue avec la suite du plateau Nature et Bien-être avec Amandine Aliamboussou et son invité. On se retrouve, Amandine. Oui, Assum Gaba, on se retrouve. Monsieur Georges Redé-Gbettan nous parlait de comment il faut mettre les forêts au service des villes durables. Et si je comprends bien, selon vos explications, cela veut tout simplement dire qu'il est important d'avoir des villes vertes. Oui, il est très important d'avoir des villes vertes. Parce que ville verte égale pratiquement à une diminution du taux de pollution dans une ville. Et directement, ça va au niveau de la santé, du bien-être de la population. Parce que plus la ville est moins polluée, plus la population va se sentir à l'aise. Comment réussir alors cet objectif dans un contexte béninois? Dans le contexte béninois, cet objectif, c'est vrai, ça a un peu de difficulté parce que depuis, si ma mémoire est bonne, 1985, que nous avons commencé ce que nous appelons la journée nationale de l'arbre, quand si ma mémoire est bonne, 1985. Chaque année, on en plante. Mais que deviennent ces plants, que deviennent ces arbres que nous mettons en terre? La question reste toute posée parce que je parie que cette année, on va encore faire le même exercice. Peut-être que les politiques qui ont été mises à place n'ont pas marché. Il faut repenser peut-être le concept. Oui, repenser peut-être le concept. Moi, la petite idée que j'ai sur la situation, c'est que aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut responsabiliser les gens autour de chaque arbre. Parce que quand nous prenons nos axes routiers, de part et d'autre, il y a toujours des maisons. Aujourd'hui, l'État peut décider, ou la municipalité peut décider, cet arbre qui est ici, la maison qui est juste en face, mais les deux maisons qui sont juste en face, on peut les responsabiliser. Entretenez cet arbre. Demain, vous allez répondre de ce qu'il va devenir. Ça peut être. C'est une loi, carrément? Ce n'est pas une loi. Ce ne serait pas une loi, en fait. C'est une idée, je suis en train d'émettre. La municipalité peut étudier ça là et peut-être faire des essais. Faire des propositions. Oui. Ça peut faire, la municipalité peut essayer de faire ça pour voir ce que ça va devenir. Parce qu'il ne sert à rien de venir mettre en terre des plans et puis repartir. Les populations vous diront, nous payons déjà des impôts. Normalement, cela revient à la mairie. Oui, nous payons des impôts pour qu'on puisse nous rendre service. Nous payons des impôts pour qu'on puisse nous rendre des services. Oui. Mais est-ce que la main-d'œuvre est suffisante? Est-ce que la mairie aujourd'hui dispose des ressources nécessaires, je veux parler de finances, nécessaires pour subvenir à ce besoin? Les ressources, il faut les chercher. Est-ce que vous pensez que le Béninois est assez conscient pour mettre en pratique vos propositions? Pour moi, le Béninois est conscient. Oui, le Béninois est assez conscient. Le Béninois est assez conscient. Juste qu'il faudrait qu'on y mette un peu de volonté. Le problème, c'est la volonté. Parce que quand on parle de ville verte, c'est également pour le bien-être des populations. Tout le monde, c'est pas pour le maire, c'est pas pour le deuxième adjoint, c'est pas pour le président, mais c'est d'abord la population qui bénéficie de ça. Quand l'arbre est devant soi... Il faut amener la population à participer, leur montrer l'importance. Exactement. La population connaît l'importance. Oui. C'est pas qu'elle n'a pas l'information, elle a l'information. Mais parfois, on se dit, on n'a pas le temps de faire ça, et on a ci, on a ça, alors que c'est juste 5 minutes, 10 minutes, arroser. Est-ce que l'arbre là, vous l'avez arrosé aujourd'hui? Non, il faut mettre quelque chose autour pour que les gens ne coupent pas. Il ne faut pas l'écorcher, ainsi de suite. Si c'est pour l'utiliser en termes de plantes médicinales, ça là, on sait faire ça. La population sait faire ça. Si vous regardez sur les artères, sur tous les caïcédras, vous allez constater que les gens coupent. Les gens enlèvent les écorces pour aller faire médicaments avec. Mais quand il s'agit de mettre un peu d'eau pour que l'arbre survive, on ne fait pas ça. Donc c'est une question de volonté. On connaît très bien l'importance, la faveur que nous donne l'arbre. Donc aujourd'hui, l'autre chose est que au niveau des municipalités ou au niveau des communes, il faut arriver à les montrer que les forêts que ces municipalités ont constituent un patrimoine naturel sur leur territoire. Donc, il faut les valoriser. Il faut les valoriser. Pour moi, je pense que la mairie ne pourra pas réussir dans ce genre de projet ou dans ce genre d'initiative sans l'apport des ONG. Donc, il faut plutôt mettre les ressources au niveau
à la disposition des ONG pour que toucher les ONG plus facilement les populations. avec les populations, organiser l'entretien de ces arbres-là. Je pense que... Oui, c'est une belle idée, mais moi je pense que ce n'est même pas la peine de dire que l'État va mettre les dispositions au niveau des ONG. Si déjà au niveau de la commune fait l'inventaire de ses ressources, de ces artères qui sont comme ça, de ces forêts qui sont sur le territoire. Et prendre des initiatives, oui. Ces ONG disent, ah, nous avons ci, nous avons ça, nous voudrions... C'est en réalité ça ce que je dis. Ah oui, bon, les communes qui impliquent les ONG maintenant à leur tour impliquent maintenant les populations. Ah non, quand vous parlez tout à l'heure de ressources, le maire va penser qu'il faut donner de l'argent avant. aux ONG. Parce que quand on dit ressources, c'est d'abord ressources financières. Les ONG fonctionnent à base de quoi? Il faut que les ONG aussi aient les moyens. Oui. Si déjà la commune fait l'inventaire et appelle ces ONG, dit, ah, nous avons ci, nous avons ça, nous voudrions que vous à les entretenir. Oui, ça va aller. À chaque fois que c'est l'ONG seule qui prend l'activité, la population est là, elle va venir, mais pas en tant que telle. Mais si c'est la commune même, la commune aura un œil sur ça. Mais on peut dire déjà que par rapport à des années en arrière, la situation s'améliore. Oui, la situation s'améliore parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ONG qui parlent d'environnement et qui traitent les questions de plantation un peu partout. Et ça s'améliore. Si on peut quand même faire encore un état des lieux par rapport à ça, je crois qu'on aura beaucoup d'éléments. Si je prends l'exemple de Crédit ONG, nous, chaque année, nous faisons ce que nous appelons les journées vertes. Cette année, probablement vers la fin du mois de mai, début juin, on va encore lancer. Et journée verte, ça consiste à faire quoi? Des plantations communautaires et villageoises. Ça consiste à faire ce que nous appelons les villages verts. Avant, on faisait aussi concours maison verte. Voilà. Et on nomme un jury qui note chaque maison selon la verdure. On va revenir sur cette initiative à la fin du mois de mai, début juillet, si vous le voulez bien. Et on a fini pour aujourd'hui. Okay, merci pour la disponibilité. Je vous remercie. À très bientôt, monsieur Redegbetan. C'est ça? Redegbetan. Non, Redegbetan. C'est ça. Il faut donner. Il faut que ça aille avec l'accent qu'il faut. L'accent qu'il faut. Voilà. Redegbetan. Oui, merci beaucoup. Ça doit dire beaucoup de choses ici. Allez, merci à vous. À très bientôt. Merci, Amandine. Merci à vous, M. Mugabe. On se retrouve vendredi, pour parler des forêts sacrées. Les forêts sacrées maintenant. Aussi en ville ou hors de ville? Bon, on aura le temps de le découvrir. Parce qu'il y en a des forêts sacrées en pleine ville. Il y en a aussi au Bénin. Pourquoi pas? Alors, c'est peut-être le caractère sacré qui permet à ce qu'on ait encore ces forêts-là aujourd'hui. Voilà. C'est bien vu. C'est bien vu, n'est-ce pas? Allez, à très bientôt à vous. On finit donc avec les environnementalistes. On continue à l'école de conduite. C'est autant savoir. Autant savoir aujourd'hui, c'est la suite de notre série sur le permis de conduire. Alors aujourd'hui, nous allons parler du processus examen jusqu'à l'obtention du permis de conduire. Suivons le reportage signé Marchel. L'apprentissage à la conduite est un exercice obligatoire pour toute personne qui désire circuler à bord d'un véhicule motorisé. Entre la formation et l'obtention du permis de conduire, l'étape du test d'aptitude à la conduite s'avère indispensable. Par rapport à la phase de code, lorsque les auto-écoles déposent leur dossier et que la date d'examen est fixée, le jour, une liste exhaustive des candidats présentés est affichée avec un numéro d'attribution de salle et également un numéro de table que chacun occupe lors de son tour de passage lors de l'examen. Lorsqu'il obtient par exemple une note supérieure ou égale à 14, il est déclaré admissible au code et il pourra passer ensuite à l'étape de conduite. Tous les candidats admissibles sont répartis dans des jurys et chaque candidat dans son jury subit un examen dans un véhicule de l'auto-école où il a été formé. Permis de conduire, auto ou moto, il est délivré selon la catégorie de véhicules utilisés. Au niveau des motos, nous avons deux catégories de permis que nous passons. Le permis catégorie A2 pour les engins à 2 roues dont le centicube ne dépasse pas 125.
Et nous parlons également du permis A3 par rapport aux véhicules que nous appelons véhicules de tourisme. C'est le permis B qui permet de conduire ces voitures. Ensuite, nous avons les permis que nous appelons les permis poids lourds. Nous en avons 2 catégories. Nous avons les permis C et C1 et nous avons également le permis D pour conduire les cars. La participation à l'examen de conduite est subordonnée au dépôt de dossier dont les pièces constitutives sont prédéfinies. Un acte de naissance légalisé, une photocopie de la carte d'identité légalisée, 4 photos d'identité. Au niveau de la NAT, la quittance à acheter, c'est une quittance de 20 000 francs. Au niveau du Trésor, c'est une quittance de 3 000 francs si le candidat veut passer le permis catégorie B et il achète ensuite un thème fiscal de 2 000 francs. Lorsqu'il subit l'examen et il réussit, déjà au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres, lorsque les dossiers sont envoyés, en 2 semaines déjà, il peut déjà avoir son permis de conduire. Une fois l'étape de l'examen passée, le candidat peut donc retirer son permis de conduire à l'Agence nationale des transports terrestres. Reste donc l'étape de l'insertion progressive dans la circulation tout en tenant compte du code de la route. Merci beaucoup à vous, Marcel Gbetoro, pour le reportage. On revient en plateau avec monsieur Félicien Monvedo. Il est chef service des permis de conduire à l'Agence nationale de transport terrestre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation de nous rejoindre sur ce plateau pour parler du permis de conduire. C'est une série ouverte depuis lundi. Et donc, aujourd'hui, nous parlons de l'examen jusqu'à l'obtention du permis de conduire. Alors, quand on parle d'examen, déjà, d'examen à l'école de conduite ou en matière de permis de conduire, c'est quoi? Quels sont les paramètres à prendre en compte? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, avant d'aller à l'examen du permis de conduire, il faut subir une formation dans les établissements d'enseignement de la conduite automobile, ce qu'on appelle communément auto-école. Donc, c'est eux qui préparent les dossiers et qui transmettent à nos différents centres d'examen. Donc, au niveau du Bénin, c'est les anciens départements. Donc, on a 6 centres. Donc, il y a le centre de Porto-Novo, le centre de Cotonou, le centre de Lokossa, le centre de Boyko, le centre de Natitengu et le centre de Parakou. Voilà donc 6 centres dans lesquels il faut donc aller déposer les dossiers. Ce ne sont pas les candidats eux-mêmes qui viennent avec les dossiers? Non, les dossiers sont déposés par les auto-écoles. Par les auto-écoles. Conformément aux tests en vigueur. Ok, d'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour aller déposer ces dossiers? Par exemple, on nous parle de quittance, on nous parle de certaines pièces aussi, à part donc la de naissance et le reste. Voilà. Par rapport aux pièces, les auto-écoles donnent la liste des pièces à fournir aux candidats. D'accord. Et ces pièces sont réunies au niveau des auto-écoles qui les centralisent et qui viennent déposer les dossiers, puisque les dossiers sont déposés par des auto-écoles. Donc, c'est les auto-écoles, les établissements d'enseignement agréés par l'État. Voilà. Donc, les établissements agréés par l'État, vous avez dit, mais il y en a d'autres qui sont un peu... des centres clandestins, on les qualifie ainsi. Comment ils arrivent à faire passer des examens à leurs candidats? Oui, voilà. Les établissements ne peuvent déposer les dossiers que les établissements agréés par l'État. Donc, ces établissements sont inscrits dans une base. Donc, si un établissement n'est pas agréé, il ne peut pas déposer, de dossier. Donc, s'il y a dépôt par un établissement clandestin, c'est qu'il a passé, cet établissement a passé par une école agréée. Une école agréée pour pouvoir déposer. Oui, pour pouvoir déposer. Donc, il y a complicité d'un établissement agréé. Agréé, tout simplement. Voilà. Donc, sans établissement, pas de dépôt de dossier. Et les phases de l'examen même, parlons-en en réalité. Comment ça se passe? Voilà. Bon. D'abord, quand les dossiers sont déposés, on établit la liste des inscrits qui sont affichés au moins 72 heures avant l'examen. Et ça permet
à chaque candidat de venir consulter la liste. Donc, il y a la liste des inscrits. Après la liste des inscrits, on effectue vague, c'est-à-dire comment les candidats doivent composer. Donc, doivent circuler pour composer par vague. Par vague. Voilà. Alors, la composition, elle est... il y a une phase écrite, il y a une phase théorique, il y a la phase écrite qu'on appelle communément le code et la phase pratique qu'on appelle la conduite. Donc la phase théorique ou bien la phase écrite qui est le code, c'est audiovisuel. Donc les conditions, on met le candidat dans les conditions d'examen et concours. Mais ce n'est pas, c'est une projection qu'on fait. Et c'est 20 questions audiovisuelles auxquelles le candidat doit répondre. Donc, c'est questions à choix multiples. Alors, supposons que nous sommes ici dans une salle d'examen d'auto-école, si vous voulez. Et donc, il y a un écran devant nous. Il y a un écran, oui. Et j'ai ma copie en tant que candidat. Vous avez donc, la question passe et je réponds automatiquement, c'est ça? Voilà. Donc, c'est automatique. L'examen, c'est composition automatique. Le sujet se compose au hasard. Donc, c'est automatique. Voilà, c'est composition automatique. Donc, vous ne savez même pas quelle sera donc l'épreuve qui... Personne ne connaît l'épreuve. Personne ne connaît l'épreuve. Personne ne connaît l'épreuve. Donc, c'est l'examinateur qui vient tout simplement. Hein, voilà. Et puis, bon, ça veut dire que les épreuves peuvent être... il peut donc avoir de différences entre épreuves quand on passe d'un centre à un autre, un centre d'examen à un autre. Bon, l'épreuve, ça porte sur le code. On ne peut pas dire qu'il y a différence. Il y a différence. On ne peut pas dire qu'il y a différence. En matière de questions. En matière de questions, puisque c'est les mêmes panneaux qui reviennent. Bon, sous d'autres formes. Quand on parle d'un policier à une intersection est en train de réguler la circulation, il y a le feu, quel comportement avoir. Donc, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc, oui, après, et si j'échoue, par exemple, à la phase théorique, je peux continuer à aller à la phase pratique? Non. Il y a les conditions de réussite, il y a 2 étapes. Ah, d'accord. Première étape, il faut d'abord réussir le code. Avec une moyenne de 14 sur 20. Tu sais, c'est 20 questions notées sur 1. Donc, si vous avez 14, là, vous allez franchir la phase de code ou la phase écrite. Et on vous déclare admissible. Donc, l'admissibilité donne l'accès à la pratique qu'on appelle conduite. Okay. Donc, à la conduite, est supervisée par un jury et il faut avoir 12. À la conduite? À la conduite. D'accord. Donc, c'est après ça que vous pouvez donc avoir votre permis. C'est après ça qu'on vous déclare admis. Admis. Voilà. Donc, il y a une première phase. Alors, supposons, je réussis au code. Oui. Et maintenant, la pratique, ça ne marche pas. Je reprends tout le processus ou je... Si vous réussissez au code oui. et à la conduite qui suit immédiatement, ça ne marche pas, les tests vous donnent encore 5 chances. Ça veut dire quoi? Vous pouvez revenir 5 fois. Pour uniquement la conduite. La conduite. Voilà. D'accord. 5 fois. Oui. Et quand vous échouez les 5 fois, à la là, conduite, vous reprenez tout le processus. Vous repartez voilà. encore au côté. Oh là là. Voilà. Là, c'est comme ça se passe. Alors, et est-ce qu'il y a des quittances à acheter? Combien ça coûte, les examens? Non, bon, tout échec entraîne le renouvellement des quittances. Si vous échouez à l'examen, vous devez renouveler les quittances. Les quittances. Voilà. Que ce soit au code ou à la pratique, ou à la pratique. Vous reprenez les quittances, oui. Forcément, avant de voilà. revenir. Oui. Alors là, ça doit pas être facile hein, pour les. Alors, ça coûte combien? Non, l'examen, il y a pour l'inscription, donc il y a les quittances qu'on achète. Vous achetez une quittance d'inscription de 20 000. Il y a quittance trésor, ça dépend de la catégorie du permis. Okay. Mais pour le permis B. Et les A, c'est 3 000. Mais si c'est pour les permis de catégorie supérieure, ça dépend. Okay. C et D, ou bien C1, vous devez acheter quittance de 6 000.
au trésor. OK. Plus les 20 000. Plus un thème fiscal. C'est ça. Timbre fiscal. Ouais. Alors, on a vu des quittances qui sont à 11 500 et autres, je ne sais pas, comme ce qui est à l'écran là. Vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder. Ça là, c'est... Quittance de recettes. Oui, ça là, c'est pour l'immatriculation des véhicules, à 2 roues. À 2 roues. Voilà. Ah, d'accord. C'est ça qui est à 11 500. C'est ça qui est à 11 500. D'accord. Donc, ce n'est pas pour les examens. Non, ce n'est pas pour les examens. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Monvedo Félicien. Voilà. C'est ça. Vous êtes chef service des permis de conduire à l'Agence nationale des transports terrestres. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau. Alors, peut-on dire que les examens au Bénin, le permis de conduire également, est reconnu sur le plan, dans la sous-région, en réalité? Oui, notre permis de conduire, non seulement est reconnu sur le plan de la sous-région, mais notre permis de conduire est coté par les autorités françaises. Quand vous avez le permis de conduire béninois, la France accepte que notre permis de conduire soit échangé contre le permis français. Donc cela prouve que le système d'organisation mis en place gagne la confiance non seulement de la sous-région, mais aussi des pays de l'Europe. De l'Europe. Et donc, comme quoi, il faut donc passer les examens, passer donc les étapes une à une et obtenir son permis dans de très bonnes conditions, parce que c'est un permis reconnu à l'international également. Merci beaucoup à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, la suite du grand rendez-vous, vous le savez, nous allons faire un tour tout de suite donc, sur la toile pour voir ce qui s'y passe en matière d'actualité. Et c'est une présentation de Marcel. Regardez. Amis du web, bienvenue. Un Français condamné au Bénin est porté disparu. Titre Negro News sur sa page. Sylvain Grassin, de nationalité française, a été condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 100 millions de francs CFA courant mi-mars par la justice béninoise. Il est reconnu coupable avec 4 autres personnes pour avoir distribué de faux médicaments dans le pays. Depuis le 26 mars, Sylvain Grassin, directeur général de la société de distribution de produits pharmaceutiques Promopharma, est porté disparu. Nul ne sait actuellement l'endroit où se trouve l'intéressé. De sources proches du dossier, il devait prendre des soins au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, mais depuis, les autorités béninoises ont perdu sa trace. Cette disparition de Sylvain Grassin ramène à 2 le nombre de portés disparus dans cette affaire de faux médicaments. Hors du Bénin, Baba Alpha, journaliste critique envers le pouvoir, accusé d'usurpation de la nationalité nigérienne et emprisonné depuis 1 an, a été expulsé mardi vers le Mali dès sa sortie de prison, indique un test qui défile en boucle sur l'écran de la télévision Bonferrey, chaîne privée nigérienne dans laquelle officiait le journaliste de 34 ans. Baba Alpha est né et a grandi au Niger. Il n'a d'autre nationalité que la nationalité nigérienne, avait plaidé Maître Boubacar Mossi, son avocat, après l'arrestation du journaliste. Apparemment, à défaut de lui trouver une faute dans le cadre de l'exercice de sa profession, on est allé trouver une faute de nature privée, avait dénoncé aussi Maître Mossi. On a d'abord cru à une blague. Sorti en avril 2018, un hors-série du magazine Valeurs Actuelles titrait « La vraie histoire des colonies ». Dans le chapitre réservé à l'Afrique, plusieurs articles nous expliquent ainsi pourquoi, en soignant, enseignant, cultivant et en bâtissant, c'est un continent entier que la France a contribué à élever. Et c'est l'historien africaniste Bernard Lougan qui ouvre le bal avec le bilan positif de la France. Et France 24 nous informe sur son site qu'une femme a ouvert le feu avec une arme de poing mardi 3 avril sur le campus de YouTube à San Bruno, en Californie, blessant 3 personnes avant, semble-t-il, de se suicider avec son arme. Le patron de Google, Sundar Pichai, maison mère de
de YouTube a évoqué dans un message écrit aux salariés une tragédie inimaginable. Nos pensées et nos prières sont avec toutes les personnes impliquées, a tweeté le président américain Donald Trump. Merci à nos phénoménaux officiers des forces de l'ordre et aux secouristes qui sont actuellement sur place. Ainsi se referme la revue de l'actualité en ligne. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à Marcel pour la présentation de l'Actu Web. On va vous retrouver demain donc pour d'autres actualités, d'autres informations. Le grand rendez-vous pratiquement terminé, mais nous allons faire tout d'abord appel à la météo. On peut le dire à présent, hein, merci. Merci à chacun et à tous de votre présence à ce grand rendez-vous demain, 19h00. On se retrouve encore pour un autre grand rendez-vous. Très bonne soirée sur BB24. Ciao.